Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je me suis rendu à Nantes, plus exactement à Rezé, chez Sofu, pour découvrir ce que fait Mathieu et son équipe. Bonjour Mathieu. Salut Alex. Tu vas bien ? Très bien, merci. Dans un premier temps, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de venir à notre rencontre. Donc, je m'appelle Mathieu et avec Hugo, un pote de lycée, on a créé donc Sofu en 2020. L'idée première, c'était de contrer l'utilisation des fûts jetables en plastique et du coup, en permettant en fait à toutes les petites brasseries artisanales d'accéder aux fûts réemployables en inox. Donc au même prix, même avec un prix inférieur aux fûts jetables. Si je dis pas de bêtises de ce que j'ai pu trouver comme info sur internet en m'enseignant, Sofu c'est une entreprise qui est née d'abord sous l'impulsion d'une association qui existait avant, qui s'appelait Bout à Bout, c'est ça ? Exactement, c'est l'association Bout à Bout qui existe toujours d'ailleurs, ouais. Qui depuis 2017 en fait relance la consigne et le réemploi des bouteilles en verre. D'accord, donc c'est un peu une continuité d'apporter après la bouteille le fût. Exactement, en fait, donc depuis leur lancement, de nombreuses brasseries avaient rejoint l'association pour réemployer leurs bouteilles. Et en fait, en 2019, certaines brasseries sont venues voir Célie Couchet, la fondatrice de l'association Bout à Bout, en demandant en fait de créer une filière similaire à la filière bouteille, mais cette fois-ci sur les contenants fûts. Donc de là est né Sofu, comme tu sais, Sofu avec 2 O. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a une explication derrière qui est assez intéressante. Exactement, en fait, le double O, alors c'est pour la boucle de l'économie circulaire. Et il y a aussi une signification donc pour l'économie sociale et solidaire, d'où le SO. D'accord. Puisque en fait on est une entreprise avec des statuts de l'économie sociale et solidaire. Et on a également l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Très bien. Si j'ai bien compris, Sofu, ça a quand même une vocation à faciliter la vie aussi des microbrasseries pour lesquelles l'accès au fût inox est souvent compliqué ou la gestion d'un parc est compliquée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne Sofu, un peu le cycle de vie d'un fût chez vous ? Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un service simple, efficace et de permettre à toutes les brasseries qui n'ont pas les volumes et les moyens d'investir et d'amortir une laveuse de fût et un parc de fût, de leur rendre accessible ce contenant réemployable par l'intermédiaire de différents services. Donc le principal service, c'est un service clé en main, donc de mise à disposition du fût propre, et ensuite de lavage retour, donc intérieur et extérieur de ce fût. Et on propose aussi en parallèle la logistique, donc la livraison des fûts propres à la brasserie et en même temps la collecte des fûts sales en retour au centre de lavage. Ça doit être une sacrée logistique, mine de rien. C'est une logistique à mettre en place, c'est beaucoup de travail au début, mais ensuite, une fois qu'on a trouvé les bons partenaires de transport, ce sont des tournées qui s'instaurent régulièrement. Donc en fin de compte, c'est vraiment au début trouver la meilleure alternative écologique et économique de transport. Donc essayer de s'intégrer à des tournées mutualisées. Donc par exemple, on a notre partenaire de l'insertion Envie44 qui tous les jeudis et vendredis réalise les tournées de collecte des fûts sales et des bouteilles sales. Donc en partenariat avec l'association Bout à Bout. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mutualiser et à éviter de rajouter des camions sur la route et en même temps avoir des prix compétitifs sur la logistique. Donc si j'ai bien compris, vous livrez des fûts propres aux brasseries, les brasseries remplissent avec leur bière, livrent à leurs clients, et une fois que c'est chez le client que le fût est vide, vous collectez chez le client ou le client ramène son fût vide à la brasserie et vous collectez à la brasserie ? Alors pour l'instant, on a pris le parti de ne pas aller collecter chez les bars, puisqu'en fait, il y a les brasseries artisanales qui sont par exemple en vente directe, ont déjà leur tournée lorsqu'ils passent donc voir leurs clients bar pour fournir les fûts pleins, ils récupèrent en même temps les fûts vides. Donc nous, ça aurait rajouté des camions sur la route, d'aller collecter directement les bars, et puis économiquement, ça aurait été très compliqué d'aller chercher 3 fûts dans un bar, 5 fûts dans un autre, etc. Donc l'idée pour l'instant, c'est vraiment que les brasseries artisanales massifient chez eux les fûts sales, et lorsqu'on vient leur relivrer des fûts propres, on récupère tous ces fûts sales en même temps. Pour rentabiliser un peu le transport, la logistique. Exactement. Par contre, on collecte pas chez les
peut-être attendre. Ouais, c'est bon. On collecte pas chez les bars, mais de plus en plus, on a des partenariats avec les distributeurs grossistes Ouais. qui, eux, du coup, ont des tournées de collecte des fûts sales chez les bars, donc à l'image des brasseries lorsqu'elles sont en vente directe. Et en fait, elles massifient tous les fûts au fût chez eux. Et une fois qu'elles ont 3, 4, voire plus de palettes, elles nous ramènent les fûts sales au centre de lavage, plutôt que ramener tous les fûts sales chez chaque brasseur. Ça les arrange, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ok. Alors de manière assez générale, on voit beaucoup de brasseries artisanales et craft qui bossent avec du fût, ce qu'on appelle du fût one way, donc du fût plastique jetable, comme les Kikeg, les Polykeg, Dolium et ainsi de suite. Quels sont les avantages de passer à du fût inox par rapport à un fût one way ? Alors il y a plusieurs avantages. Le fût inox, déjà, il a fait ses preuves depuis de nombreuses années et il y a beaucoup moins de pertes et de risques. En fait, les fûts plastiques, les fûts jetables en plastique sont quand même des fûts assez fragiles, avec des organes moins robustes. Et donc, la plupart des brasseries nous disent qu'en fût jetable, ils ont entre 1 et 3% de pertes, alors qu'en fût inox, c'est quasi zéro. Donc il y a déjà cet aspect sur la rigidité, la solidité du fût et donc le gain, la diminution des pertes de bière. Il y a les autres avantages du fût inox, c'est tout simplement qu'il est écologique par rapport au fût jetable en plastique. Puisque les fûts jetables en France ne sont toujours pas recyclés. Ils sont constitués de 3 à 4 plastiques différents qui sont compliqués à dissocier et très difficiles à recycler. On sait qu'en France, déjà le recyclage du plastique, c'est entre 15 et 20%. Et les plastiques qui constituent ces fûts-là ne sont pas du tout recyclés, donc ça finit enfoui et incinéré dans nos décharges. Donc c'est dommage. On sait que la plupart des brasseries artisanales sont en circuit court, bio, local, prône de belles valeurs. Mais jusqu'à présent, elles n'avaient pas forcément d'autres alternatives que ces fûts jetables. Et donc nous, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'accéder facilement aux fûts réemployables. Et en plus, à un prix inférieur que les fûts jetables. Et c'est vrai que le message des fûts jetables, souvent, il est un peu trompeur quand on regarde notamment ce que met en avant Kikeg, qui met en avant le côté recyclé de ces fûts. Alors je sais pas, probablement que ces fûts sont constitués de plastique recyclé, mais le côté recyclable par contre, en France en tout cas, il est quasiment nul. Je crois que, parce que de ce que je sais, pour Kikeg en tout cas, c'est qu'ils ont une machine spéciale qui sert à démembrer les différents éléments du fût pour ensuite broyer le plastique pour faire des petites particules et ensuite les utiliser dans du recyclage. Mais ça, c'est quelque chose qui marche peut-être plus aux États-Unis où ils sont déjà implantés. Je crois qu'en France, c'est quasi nul comme utilisation. En fait, le vrai problème, c'est qu'il y a tellement de volume et en fait, la filière n'existe pas en France. Et en fait, ça impliquerait aussi une logistique de retour. Ça veut dire qu'il faudrait récupérer ces fûts, il faudrait les dissocier, les envoyer à la bonne filière de recyclage. Et en fait, tout ça, c'est aussi des coûts. Donc finalement, on dit que le fût inox réemployable peut être contraignant du fait de la logistique retour, mais finalement, si on allait au bout du fût Kikeg et qu'on allait jusqu'à son recyclage, il faudrait exactement la même logistique, c'est-à-dire gérer le retour. Il faudrait en plus le démanteler plutôt que le laver. Donc finalement, ce serait autant de temps que la gestion d'un fût inox. Et à la fin, si la filière par exemple est en Allemagne ou ailleurs, est-ce que c'est forcément plus écologique de retourner des fûts Kikeg vides jusqu'en Allemagne ? Alors que si nous, on a des centres de lavage un peu partout en France, ça permet aussi de diminuer les distances de transport. Ouais. Alors, on le sait, le fût inox, par contre, à l'achat, ça a un coût. D'autant plus maintenant qu'avec tout ce qui s'est passé, le Covid, la guerre en Ukraine et ainsi de suite, toutes les matières premières ont explosé. Je pense que maintenant, un fût inox, ça coûte peut-être 2 fois le prix que ça coûtait il y a encore un an et demi. Quasiment, ouais. Tout à fait. Nous, quand on a démarré, on les achetait entre 60 et 70 euros hors taxe. Ouais. Et désormais, ça a dépassé les 100 euros. Donc, effectivement, ça a plus qu'augmenté. Et du coup, dans ce contexte, c'est encore plus difficile pour les brasseries de s'équiper en fût inox. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Ouais, maintenant, les brasseries galéraient déjà, on va dire, à pouvoir se constituer un fût parce que c'est quand même une trésorerie assez importante à amener. C'est encore pire maintenant. Quels sont les avantages qu'apporte Sofût à une brasserie par rapport à une gestion de parc en interne ? Alors du coup, comme tu viens de le dire, il y a déjà
Il y a déjà limiter l'investissement, donc c'est un gain sur les investissements. On sait que dans une brasserie, il y a déjà énormément d'investissements à faire, soit sur le matériel de brassage, les cuves, les fermenteurs, tout ça. Donc en fait, nous, ce qu'on prône, c'est vraiment que les brasseries consacrent leurs investissements dans leur matériel de production et non dans les contenants. Et nous, l'idée, c'est vraiment de mutualiser ces contenants pour toutes les brasseries. Donc ça intègre, plutôt que chaque brasserie ait son propre parc de 1000 fûts, nous, on va avoir un parc mutualisé qui va servir pour les différents événements, les différents pics de saisonnalité. Et ça va être en fait un parc qui va être mutualisé sur l'année. Donc au global, il y aura moins de fûts nécessaires et il n'y aura pas de fûts qui vont dormir chez chaque brasserie. Oui. Parce qu'en fait, nous, par exemple, on a une grosse saisonnalité l'été sur la côte, mais le reste de l'année, c'est plutôt en ville que ça se passe. Et du coup, le fait d'avoir un parc mutualisé, en fait, ça permet de répartir ce parc de fûts là où le besoin est au courant de l'année, quoi. Ouais, c'est vrai que là où une brasserie qui est sur la côte peut avoir une activité très très intense l'été. J'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec la Superbe qui est Anglette au Pays Basque. Eux, ils ont une activité qui est explosive sur les mois estivaux, qui est plus tranquille le reste de l'année. Au contraire, comme tu dis, une brasserie qui va aller alimenter des bars qui sont plus en centre-ville, elle va avoir une activité qui est peut-être plus constante tout le long de l'année, sans avoir vraiment de pic, mais par contre qui aura un besoin constant là où d'autres brasseries sont beaucoup plus faibles en demande. C'est ça. Exactement, coup, en fait. Là, tu vois, on reçoit beaucoup de fûts sales qui reviennent de la côte, de la saison touristique. Et on a beaucoup de demandes des brasseries qui desservent plus le centre-ville de Nantes ou de Paris pour la rentrée de septembre et puis la reprise du travail, des étudiants, etc. Donc, en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir un parc mutualisé. Et le deuxième avantage, c'est aussi un gain de temps. Parce qu'effectivement, gérer un parc de fûts, gérer la traçabilité des fûts, gérer le nettoyage, le lavage, c'est pas quelque chose de simple et c'est quelque chose d'assez chronophage. Et du coup, c'est aussi de leur libérer du temps et de dire aux brasseries, vous pouvez consacrer votre temps vraiment à la production et non pas au lavage de contenants. Avec une activité comme celle de SoFûts, finalement, vous avez une étape en plus dans la chaîne de vie du fût avant qu'il arrive à son client final, donc le bar. Est-ce que ça maximise pas le risque de perte de fût ou de non-retour ? Eh bien, pour l'instant, on touche du bois, mais on a perdu très peu de fûts. On trace l'ensemble de nos fûts, donc on scanne toutes les entrées-sorties des fûts et en fait, on associe chaque fût à chaque brasserie lors des commandes. D'accord. Donc, on gère ça grâce au logiciel EasyBeer qui du coup nous a développé une interface spécifique de gestionnaire de fûts et cette interface est connectée au logiciel EasyBeer des brasseries. Donc en fait, dès lors qu'on scanne des fûts et qu'on les livre à une brasserie, les numéros de série des fûts arrivent sur le compte EasyBeer de la brasserie et cette brasserie peut elle-même scanner nos QR codes et les lier à son client, les lier à sa bière, les lier à son client, etc. D'accord, ouais. Et donc ça permet toutes les brasseries qui gèrent cette traçabilité, ça leur permet de s'assurer contre la perte ou le vol de fûts, puisque si un jour il y a des fûts qui ne reviennent pas, ils sauront eux aussi chez quel client ils les ont envoyés, donc ils pourront répercuter cette perte au client final. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de gérer la traçabilité, c'est de savoir l'ensemble du cycle de vie du fût et chez quels acteurs il est passé. Ouais, c'est en fait un avantage en plus pour une brasserie qui travaille avec SoFûts, c'est via l'interface EasyBeer qui a été développé pour vous. Vous avez un élément en plus, en tout cas pour garantir le suivi du fût et le bon retour de celui-ci. Tout à fait, exactement. Cool. À l'heure actuelle, c'est quoi à peu près la taille du parc de chez SoFûts ? Actuellement, on a 14 000 fûts. Ok, ouais, donc ce qui est quand même assez conséquent déjà. Ce qui est assez conséquent après 2 ans d'activité, tout à fait. Et là, on va vraiment essayer de racheter beaucoup de fûts cet hiver pour être on va dire, prêt avant l'été prochain, puisque cette année, en fait, on pensait pas que la reprise allait être si dense et on a dû refuser beaucoup de nouvelles demandes de brasserie. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment servir tout le monde au printemps prochain. D'accord. Le parc de fûts, il est réparti du coup sur plusieurs types de fûts. Tu me montrais tout à l'heure un peu ce que vous aviez. Oui. Il y a du 20 litres Slim, du 20 litres Euro, du 30 litres Euro, du 30 litres DIN. T'as bien retenu. Et les petits 5 litres. Exactement, c'est ça. On a 5 formats différents. En tout cas, à Nantes, c'est pas le cas de toutes les entités SoFûts. Mais effectivement, selon la volonté des brasseries,
Certaines préfèrent le format slim, d'autres préfèrent le format euro. Donc on a pris le parti de satisfaire tout le monde en ayant différents formats. Donc nous, ça nous fait un petit peu plus de travail en logistique, en organisation, en stockage, etc. Mais on trouvait ça important, voilà, de pouvoir satisfaire les demandes de chacun. Donc effectivement, chaque type de fût a son avantage. Par exemple, le slim, il est plus haut, plus léger. Par contre, il n'est pas empilable, alors que les fûts euro sont, eux, empilables, mais un peu plus lourds. Donc voilà, les plus bas, donc plus contraignants à aller porter, en manutention. récupérer en manutention. Ouais. C'est ça. Tu évoquais plusieurs entités SOFU, en disant qu'ici à Nantes, vous gériez ce parc-là, mais qu'il y avait plusieurs entités. Donc comment est réparti SOFU sur le territoire français ? Alors du coup, donc la première entité, c'était celle de Nantes en septembre 2020. Ensuite, on a créé SOFU Paris, donc, avec un centre de lavage à Noisy-le-Grand. Okay. Donc ça, c'était en septembre 2021, un an après. Et en début d'année, on a ouvert un centre de lavage à Vitrolles, à côté de Marseille. D'accord. Ouais. Et là, dans 2 semaines, on va à Lyon mettre en service la laveuse d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc à Saint-Priest, à côté de Lyon. Et en fait, l'idée d'avoir plusieurs centres de lavage, c'est vraiment de créer des filières territoriales, donc pour, on va dire, diminuer les distances de transport et avoir vraiment un service de proximité dans chaque région. Et aussi, à terme, l'idée, c'est de contrer le fût jetable sur les envois inter-régions. Oui. Donc, ce qu'on commence déjà à faire, via notamment les distributeurs grossistes, qui, en fait, achètent de la bière chez des brasseries un peu partout en France. Et en fait, donc, par exemple, on travaille avec le comptoir de la bière, qui est en Vendée. Donc le comptoir de la bière achète des fûts chez Piggy, Sensi's et autres brasseries. Donc avant c'était du fût jetable et désormais c'est du fût inox SOFU, puisque on peut livrer ces brasseries du nord ou de l'est via notre centre de lavage de Paris en fût SOFU, et ensuite le comptoir de la bière nous ramène les fûts sales au centre de lavage de Nantes. Et on a des flux inverses de Nantes vers Paris. Donc nous, ça nous permet de vraiment mutualiser notre parc et ça permet de réduire les distances retour des fûts sales. Et donc, en fait, le fait d'avoir des centres de lavage un peu partout en France, ça va nous permettre à terme de contrer l'utilisation des fûts jetables en plastique aussi sur ces envois interrégions. Oui. C'est vrai que même pour les brasseries artisanales, en tout cas, la plupart du temps, il y en a qui ont déjà un petit parc de fûts inox qu'elles gèrent pour les ventes en direct locales, et qui reste par contre sur du one-way, sur du fût jetable pour tous les envois nationaux, parce que c'est beaucoup plus compliqué de gérer un fût inox sur des longues distances en termes de logistique, de temps de retour et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là c'est une solution qui permettrait pour ces brasseries-là de continuer à travailler avec des clients un peu partout dans la France sans pour autant devoir se contraindre à du fût jetable. Exactement, c'est ça. Notre première volonté, c'était vraiment de contrer le fût jetable en circuit court. Mais la deuxième, c'est vraiment aussi de pouvoir leur permettre de conditionner leur bière en fût inox réemployable pour les ventes un peu partout en France. Salut, je fais une petite pause dans ce podcast pour te dire que si tu aimes ce que je fais, tu peux toujours aller noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou toute application de podcast. 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment t'aimes beaucoup et que tu veux nous soutenir, on est sur Patreon, patreon.com/siroton le houblon. Tu peux faire des dons avec plusieurs paliers et pour certains paliers des contreparties, mug, t-shirt, sweat, voilà. Merci pour l'écoute et à bientôt. Là, tu t'évoquais le fait que vous aviez un parc de 14 000 fûts, mais qui allait être développé pour la prochaine saison forte. C'est pas trop compliqué en ce moment d'investir dans des fûts, justement, aussi bien au niveau tarif que pour en trouver? Vous avez peut-être des solutions pour trouver du fût reconditionné, ce genre de choses? Alors effectivement, on commence à acheter un petit peu de fûts reconditionnés, mais quand même en parfait état, parce que du fait qu'on on veut quand même assurer à nos clients d'avoir des fûts et des plongeurs en parfait état. Mais il y a aussi le fait que c'est pour ça qu'on veut réinvestir cet hiver en se disant que les fabricants de fûts vont être un petit peu moins sollicités, un peu moins en rupture. Donc on espère pouvoir réinvestir à ce moment-là. C'est quoi la durée de rotation moyenne d'un fût chez SOFU, entre le moment où tu l'envoies à la brasserie et il te revient pour lavage? Alors c'est assez variable selon les brasseries. Pour des brasseries qui sont en vente directe, on a une durée de rotation qui est inférieure à 2 mois. D'accord. Et par exemple, pour celles qui travaillent avec des distributeurs grossistes, parfois on va jusqu'à 4 à 5 mois. Donc je dirais que la durée moyenne, c'est environ 3 mois
Ouais. Donc en fait, un fût, il est en général utilisé 3-4 fois par an, plutôt 3 fois par an. Ouais. Et niveau coût pour une brasserie qui voudrait travailler avec ce fût, si on compare avec un fût jetable, ça se situe comment? Parce que les fûts jetables, eux aussi, ont subi l'inflation, ça n'a pas raté. Je pense que le Kikeg maintenant doit coûter dans les 16 €. Exactement. Là où il coûtait quoi, 12 € avant, je pense. Plutôt 13, voilà. Ouais. Et désormais, maintenant, c'est au-dessus de 15 € hors taxe. Et alors que nous, on a maintenu notre tarif à 10 € hors taxe. Donc le forfait rotation, qui comprend la mise à disposition du fût propre et le lavage retour intérieur et extérieur. D'accord. Donc on a encore plus creusé l'écart entre guillemets avec le fût jetable en plastique. Ce qui était aussi une deuxième conviction qu'on avait, c'est vraiment d'apporter une alternative écologique aux brasseries, mais aussi économique pour vraiment promouvoir la brasserie artisanale et que ces brasseries aussi deviennent plus compétitives pour qu'aussi elles prennent de l'ampleur sur les bières industrielles. Et donc le forfait, comme disait rotation, ça comprend aussi la logistique ou ça c'est en supplément du fût? La logistique, c'est en supplément, surtout en ce moment avec la taxe carburant. Ouais, donc, un peu comme les fûts jetables en plastique, il y a aussi la livraison en plus, en plus du prix d'achat du fût. Donc nous, ça va dépendre. Voilà, l'idée, on essaye d'optimiser et d'envoyer des palettes complètes pour diminuer ce coût de logistique, mais il est souvent compris entre 1 et 2 € hors taxe par fût. Voilà. D'accord. Et en fait, ça dépend de la distance de la brasserie entre son site de production et notre centre de lavage le plus proche. Ça dépend du nombre de palettes, ça dépend de si ce sont des palettes complètes ou pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de paramètres qui peuvent faire varier le prix. C'est pour ça que la logistique n'est pas intégrée dans le forfait. T'as des exemples de brasseries qui travaillent avec Sofu à l'heure actuelle pour qu'on se donne un peu un ordre d'idée là, pour mes auditeurs? Ouais, alors on peut... Celle en Pays de la Loire plutôt, principalement. Principalement ou pas que, hein. J'ai les auditeurs partout en France. Donc. On va dire dans les premières brasseries historiques en Pays de la Loire qui ont travaillé avec nous. Donc il y a Nautil, il y a Aérofab, il y a Tête Haute, il y a toutes les brasseries du vignoble, Bellecour, Paulette. Il y a Fillmore, Olifante, La Conviviale. Il y a vraiment, je crois qu'on travaille avec une 50aine de brasseries des Pays de la Loire. Il y a les brasseries de la côte, donc il y a par exemple OP au Sable d'Olonne, il y a West Coast Brewery, il y a tout un panel de brasseries. On travaille du coup maintenant aussi avec les brasseries d'Île-de-France, donc brasserie de Lettres, les bières de Belleville, Troyenche, etc. Okay. La Bulldog et autres. Et du coup des brasseries qui sont accessibles depuis notre centre de lavage de Noisy-le-Grand, donc telles que Piggy, Sensis Brewing, etc. Tout ce qui va être sur l'est de la France. C'est ça. Parce que Noisy-le-Grand, on est à l'est de Paris, donc ça permet d'avoir un accès via la 4 assez facile à toutes les brasseries du nord-est. Exactement, c'est ça. Et puis plus récemment, avec le centre de lavage à Vitrolles, on travaille aussi avec les brasseries du sud, donc les Malfaiteurs, Zoumaï. On a une vingtaine de brasseries aussi partenaires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a combien de brasseries au total clientes de Sofu à l'heure actuelle? Je crois que désormais on vient de dépasser les 150 brasseries partenaires de la filière. Ça commence à faire un petit paquet. Et... Bon, en même temps, c'est pour le bien. Oui, tout à fait. Vaut mieux que ça continue dans ce sens-là, aussi bien pour toi que pour toute la filière brassicole. Il y a quand même derrière Sofu, je pense qu'il y a quand même pas mal de convictions et d'engagement. Tu peux un peu développer cette partie-là? Ouais, c'est vrai. Donc, on a pas mal parlé des convictions écologiques, mais il y a aussi tout l'aspect social. Oui. Donc, comme je disais, on est une entreprise avec l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, on a certaines règles dans nos statuts qui encadrent les salaires, la gouvernance et autres. Et en plus de ça, on favorise l'insertion au sein de nos activités. Donc pour tout ce qui est lavage, manutention, palettisation et transport. Par exemple à Nantes, on a 5 travailleurs en insertion qui travaillent pour la filière chaque semaine. Donc on a Romain et Tantelli de l'ADAPI 44 qui sont des personnes en situation de handicap. Et on a donc Thierry, Daoud et Thomas de notre partenaire Envie 44 qui travaillent donc pareil sur les sessions lavage et Thierry sur la partie transport le jeudi et le vendredi. Voilà. Ok. Sur l'ensemble des différentes filières, on va dire Sofu sur toute la France, vous avez combien d'employés?
Donc en tout, il y a 7 personnes en insertion, puisque donc, à Marseille, on est partenaire avec l'organisme d'insertion Main Forte, et à Paris, on est partenaire avec Emmaüs. Donc voilà, il y a 7 personnes en insertion. Ensuite, on est 4 pilotes, entre guillemets. Donc il y a Hugo, avec qui on a créé Sofu, qui lui gère la filière parisienne. On a un associé qui s'appelle Gorka pour la filière en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Alexis qui gère la nouvelle filière en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon. Et ensuite, à Nantes, on a également Sophie qui travaillait avec nous là, cette saison, plus sur la com. On a Samuel qui est sur la partie logistique. Et là, on recrute un responsable d'exploitation qui va gérer le centre de lavage à partir de mi-septembre, qui s'appelle Thomas. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, juste une dernière question qui me vient comme ça, sur une brasserie qui va travailler sur l'ensemble du territoire français? On l'évoquait un peu tout à l'heure. Maintenant, avec ces différentes filières, du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une brasserie qui voudrait envoyer du fût inox un peu partout en France. Mettons qu'on parlait tout à l'heure de Piggy, pour l'exemple, qui est assez isolé dans le nord-est de la France, avec la filière Sofu à Noisy-le-Grand. Piggy peut très bien s'approvisionner en fût donc sur cette filière-là, remplir ses bières, les envoyer par exemple en région PACA ou ici près de Nantes ou en Bretagne, je ne sais quoi. Après, comment seront redispatchés les fûts? Ils repartent dans les filières locales? Alors du coup en fait effectivement avant d'envoyer du fût Sofu un peu partout en France, il faut vraiment, on a un premier travail avec la brasserie, c'est d'identifier les acteurs locaux de chaque région qui peuvent nous ramener les fûts Sofu ou qui peuvent massifier nos fûts pour que nous on vienne les collecter. Donc ça passe surtout par les distributeurs grossistes. Parce qu'en fait, les brasseries qui envoient des fûts un peu partout en France, elles passent par des distributeurs. C'est pas forcément elles qui envoient. Ça peut arriver, mais c'est pas la majorité des cas. Et du coup, une fois qu'on a identifié ces acteurs qui peuvent massifier ou nous rapporter les fûts sales, eh bien, dans ce cas-là, on met en place une logistique pour récupérer ces fûts. Donc, on livre les fûts propres à partir du centre de lavage le plus proche du site de production. Et ensuite, on récupère les fûts sales par l'intermédiaire de partenaires un peu partout en France. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'avait pas encore évoqué, on enregistre actuellement à côté de l'autoroute Sofu, on est à la ressourcerie. Donc en fait, Sofu, en tout cas la filière Pays de la Loire, est intégrée dans la ressourcerie. Ça fait un peu partie de l'univers, on va dire, de l'entreprise et de tout ce qui est seconde vie, réemploi et circuit, on va dire, pas d'upscaling, mais un peu d'économie circulaire. Ouais, tout à fait. Exactement. En fait, on est donc au sein de grands bâtiments là, avec la ressourcerie de Lille, mais il y a aussi Envie 44, qui est, donc là on est dans la zone d'Envie 44 par exemple. Il y a aussi donc toute la zone de stockage qui est utilisée par bout à bout et en partie par nous pour stocker les fûts. Donc en fait, le fait d'avoir Envie et bout à bout sur le même site, ça nous permet aussi justement de mutualiser les livraisons et collectes de bouteilles et de fûts en fin de semaine. Donc voilà, il y a beaucoup de synergie avec ces 4 structures. Sur Marseille, on a installé la laveuse directement chez Main Forte, notre partenaire de l'insertion. D'accord. À Lyon, on est avec Ribouteille, Daba et d'autres acteurs de la consigne et du réemploi dans les mêmes locaux. Et à Paris, on est au sein d'une brasserie. Donc, et là, on va déménager à Nantes avec deux brasseries, donc Nautil et Bubar, qui sont 2 de nos clients. Donc voilà, on essaye vraiment de nouer des partenariats où on a des liens forts sur nos activités pour essayer de vraiment toujours travailler en mutualisation et en économie circulaire. Tu évoquais l'ouverture de la filière Auvergne-Rhône-Alpes dans 2 semaines environ. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le futur proche de Sofu là, qui peuvent être intéressantes à savoir? Ouais, tout à fait. On travaille sur l'ouverture d'un 5e centre de lavage à Bordeaux au printemps 2023. Voilà, donc ça c'est dans les tuyaux pour pouvoir vraiment mailler le territoire français aux 5 coins de la France. Le but à terme, c'est vraiment d'avoir un maillage assez complet de la France. Tu penses qu'il manquera encore quelques zones, peut-être le nord qu'il en manquera une dans le nord ou dans le nord-est, voilà. À terme, ou dans le sud-ouest vers Toulouse. Voilà, c'est différentes possibilités qu'on étudie, mais dans un
premier temps, la priorité, ça va être l'ouverture de Bordeaux au printemps prochain. Super. Et je pense que moi j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais en tête, Mathieu. Je sais pas si toi tu as une dernière chose à rajouter avant de conclure. Non, merci d'être venu à notre rencontre et c'est vraiment top ce que tu fais, donc bon courage pour la suite. Merci beaucoup Mathieu. Et pour tous nos auditeurs, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et merci, à bientôt. Salut Mathieu. Salut.